Nous sommes le 5 avril 2021, il est 14h45. Bienvenue sur la chaîne. Salut à tous, je suis Kiroy et bienvenue dans cette troisième mise au point. En effet, aujourd'hui, nous allons encore une fois aborder un sujet a priori très simple et qui en fait n'est pas maîtrisé par tout le monde et qui se retrouve à la base de tout un tas de choses qu'on verra plus tard sur la chaîne, ou en tout cas que vous pouvez voir au quotidien dans les médias ou sur internet. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais écoute, c'est juste que, comme par hasard, tu commences une série de vidéos sur le véganisme, et la vidéo d'après, tu fais carrément autre chose. Donc du coup, c'est pas très sympa, quoi. Non, mais c'est un peu le principe de la chaîne, tu vois, c'est on verra bien. Le but, c'est qu'on sait pas à l'avance ce qu'on va faire. Ouais, mais tu comprends, le véganisme, c'est un super sujet pour attirer les gens, c'est vachement clivant, on se serait fait plein de vues si t'avais continué. Ouais, faire des vues, je veux bien, mais au final, t'as vu combien de vues on a fait sur la dernière vidéo sur le véganisme? On en a pas fait tant que ça, hein, donc c'est pas un très bon argument ton truc. Hein. Ouais, bon, c'est vrai, j'avoue. Eh bon, sur le principe, n'empêche. Ouais, mais bon, écoute, faire une vidéo, ça prend vachement de temps, même un truc tout petit, tout court, que je voudrais faire vite, en fait, à chaque fois, ça me prend 2 jours. Là, c'est un gros sujet, et puis en plus, l'actualité fait que j'ai envie de faire autre chose. Ouais, bon. Vous avez probablement constaté comme moi que dans les médias, en permanence, il y a toujours des gens qui viennent nous parler de problèmes. Des choses qu'ils ont vues, qu'ils trouvent pas normales, et qu'ils voudraient résoudre à grands coups de proposition. Mais il y a un hic. Personne, ou en tout cas pas grand monde, ne prend la peine de vérifier si il y a bien un problème et si ce qui est proposé va effectivement bien résoudre le problème. Et ça, c'est un problème pour le coup. Il se trouve que la résolution de problèmes, c'est quelque chose de global. Quel que soit le sujet, quel que soit le domaine, à chaque fois qu'il y a un problème, on peut l'analyser de la même façon. Il y a une dizaine d'étapes à peu près qui sont toujours les mêmes, quelle que soit la situation, et qui permettent de décortiquer, de résoudre un problème. C'est des grandes étapes très généralistes, mais c'est à chaque fois la même chose, et surtout ça permet de bien se rendre compte de ce qui se passe. Et apparemment, pour une raison inconnue, bien que ces étapes soient parfaitement logiques, soient parfaitement simples, et je pense que la plupart des gens les appliquent dans le quotidien, il y a certains sujets spécifiques où des gens, miraculeusement, oublient de faire comme ça. Et on nous propose des trucs complètement pétés, et il y a plein de gens qui y croient, et parfois de bonne foi. Donc, on va reprendre un peu tout ça, on va mettre au point, et comme ça, on repartira sur une bonne base pour la suite. C'est parti. Alors déjà, c'est quoi un problème? On va se mettre d'accord sur une définition assez globale. Un problème, c'est quand quelque chose se passe et que ça n'aurait pas dû se passer. Et surtout, le fait que cette chose qui n'aurait pas dû se passer se passe, ça occasionne des désagréments à des gens ou à des structures. C'est très vague, mais c'est volontaire, comme ça, on prend vraiment tout en compte. Un exemple tout simple, voilà. Moi je travaille dans l'industrie, j'ai fait de la maintenance pendant des années. Un truc classique, vous avez une machine qui est censée faire des pièces. Elle en fait plein à la chaîne, elle en fait plusieurs centaines. Et puis, à un moment donné, vous vous rendez compte que les pièces, elles ont un POC à un endroit. C'est pas normal. C'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Il n'est pas normal qu'il y ait un POC à cet endroit. Et le fait qu'il y ait un POC à cet endroit, cette pièce ne pourra pas être vendue. Donc, on perd de l'argent en fabriquant des pièces avec des POC. Du coup, il faut résoudre le problème. Ultra basique, tout le monde a compris. Maintenant qu'on sait c'est quoi un problème, on va regarder comment on le résout. Et on va rester très générique. Je vous ai dit qu'il y avait une dizaine d'étapes, on va toutes les faire dans l'ordre, vous allez voir, c'est très simple. Étape numéro 1. Déjà, il y a l'intuition d'un problème. Ça paraît évident, mais pour pouvoir résoudre un problème, il faut d'abord le détecter. Et avant de le détecter, il faut d'abord se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est juste une intuition. Vous allez voir après pourquoi. Donc là, si je reprends le cas de tout à l'heure que j'ai cité, je prends une pièce qui sort de la machine, je vois qu'il y a un POC dessus. Moi, je me dis, normalement, il n'est pas censé y avoir de POC à cet endroit-là. C'est un problème, mais c'est juste une intuition. C'est-à-dire que moi, il me semble que normalement, il n'est pas censé y avoir de POC.
Ça, c'est l'étape 1. C'est-à-dire qu'on découvre qu'il y a un truc qui, a priori, ne semble pas normal. Étape 2. On compare ce que l'on a vu avec le comportement qui est normalement attendu. C'est-à-dire, si je reprends mon exemple de la pièce, je me dis, normalement, c'est pas censé y avoir un POC ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans le cahier des charges des pièces qu'on est censé fournir, voir si c'est prévu ou pas qu'il y ait un POC à ces endroits-là. Et, surtout, si il est prévu que s'il y a un POC, peut-être que c'est toléré, c'est-à-dire qu'on peut avoir droit à un certain nombre de pièces avec des POC sur tout un lot. Et ça, c'est très important, parce qu'avoir l'intuition d'un problème, et en fait, se rendre compte qu'en fait ce problème n'en est pas un parce que c'était prévu, ou parce que c'est logique que ça arrive, ça change tout. C'est-à-dire que quelque chose que l'on considère comme étant anormal, mais qui en fait est prévu, n'est pas un problème. Et si on considère que c'est un problème, ça veut dire que ça a été mal prévu. Ça veut dire qu'il faut changer à la base le comportement du système. Si on retranscrit ça dans la vie de tous les jours, dans la société de tous les jours, si on estime qu'il y a une partie de la population ou une partie de la société ou quelque chose dans notre interaction avec les autres qui pose problème, mais que cette chose découle naturellement du fonctionnement ou de l'organisation de notre société, alors soit ce n'est pas un problème parce que c'est normal que ça se passe comme ça, soit c'est la société ou le fonctionnement de la société qui n'est pas normal, puisqu'on pense que ce truc est un problème. Et c'est très important, parce que si quelque chose qui doit se produire est un problème, on ne pourra pas le résoudre sans changer le fonctionnement global. Si quelque chose qui découle d'un système pose problème, vous ne le résoudrez pas sans changer le système. C'est très très important parce qu'il y a énormément de gens sur les médias qui vous disent « j'ai vu un truc dans la société qui se passe, ce n'est pas normal, c'est un problème ». Quand on regarde, on se rend compte que ce n'est pas un problème, ou en tout cas que c'est normal que ça se passe comme ça dans notre société, et ces gens-là, au lieu de remettre en cause le fonctionnement de la société, proposent des solutions qui ne remettent pas en cause la société. Du coup, ça sert à rien, à la fin, ça ne marchera pas. Étape numéro 3. Maintenant qu'on a vérifié que ce qu'on a vu qui n'était pas normal pour nous est effectivement pas normal, c'est-à-dire que c'est pas du tout prévu que ça se passe comme ça, en tout cas pas dans les proportions qu'on pense avoir vues, il faut vérifier qu'il y a bien un problème. Alors ça, effectivement, dit comme ça peut paraître complètement débile, mais en réalité, je peux très bien me rendre compte qu'il y a des POC sur les pièces, regarder dans le cahier des charges, me dire « ouais non, c'est pas normal qu'il y ait des POC, et puis c'est pas normal qu'il y en ait autant, parce que ce jour-là, j'en ai regardé plusieurs, et j'ai vu qu'il y en avait une dizaine, et normalement, c'est pas prévu qu'il y en ait autant. » C'est pas pour autant que ce problème-là, en fait, se produit tout le temps de manière importante. Si ça se trouve, il y a peut-être une série particulière où il y a eu quelque chose de bizarre, j'ai eu 15 pièces d'affilée qui sont sorties pas bonnes, et puis en fait, toutes les autres, elles étaient bonnes. On n'en sait rien. Donc il faut vraiment vérifier l'existence du problème. Avant de vouloir résoudre un problème, avant de chercher une explication à un problème ou à quoi que ce soit, il faut d'abord s'assurer que le fait existe. Assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause. Il est vrai que cette méthode est bien lente pour la plupart des gens qui courent naturellement à la cause en passant par-dessus la vérité du fait. Mais enfin, nous éviterons le ridicule d'avoir trouvé la cause de ce qui n'est pas. Donc, le meilleur moyen, pour mes pièces en tout cas, je vais prendre la production de toute une journée et on va regarder combien de pièces avec des POC on a. Et on va comparer avec ce qu'on a vendu au client, avec ce qui est prévu. Si ça se trouve, effectivement, j'ai juste une série pourrie, ou si ça se trouve, j'en ai vraiment trop. Après, c'est pas forcément la peine de prendre toute une série complète. Généralement, quand on fait de la qualité, c'est prévu de tester sur un certain nombre de pièces, histoire de ne pas perdre toute une journée de production. Mais ça, c'est facile, parce qu'on produit des pièces, on en fait des centaines par jour, on peut vérifier assez facilement. Mais dès qu'on parle de sujets de société, c'est beaucoup plus délicat. C'est-à-dire, vous avez des gens, ils voient un truc dans la rue, ils voient un truc dans la vie de tous les jours, ils font « Oh, ça c'est un problème !» Et ensuite, ils ne se basent que sur leur expérience personnelle à eux, ou sur l'expérience personnelle de plusieurs personnes, sur des témoignages, et ils vous disent « Regardez, c'est un problème !» Le problème, c'est que l'expérience personnelle, même l'expérience personnelle de centaines, même de milliers ou de millions de personnes, ça reste des expériences personnelles. Notre cerveau n'est absolument pas taillé pour faire les choses de manière carrée et claire. On est biaisé de partout. Un exemple super classique. Vous voulez acheter une nouvelle voiture.
vous voyez un modèle chez un fabricant lambda que vous ne voyez pas souvent. Mais après avoir essayé, ce modèle vous plaît. Vous l'achetez avec une certaine couleur. Du moment où vous commencez à rouler avec cette voiture, vous allez vous rendre compte que cette voiture, ce modèle, voire cette couleur, vous le voyez partout. Alors qu'avant, vous ne le voyiez quasiment jamais. En fait, ça n'a pas changé, il y en a toujours eu autant, c'est juste qu'avant, vous n'y faisiez pas attention. Et maintenant que c'est votre voiture, vous la voyez partout, votre attention se focalise dessus. Donc, c'est exactement pareil pour tout. Surtout pour les problèmes. Dès qu'il y a un truc de négatif, qu'on pense que c'est négatif, on va se focaliser dessus. Je vois un comportement que quelqu'un fait, je me dis c'est pas bien, tout à coup, je vais me rendre compte qu'il y a plein de gens qui font exactement la même chose. Et en plus, il suffit que j'ai une petite appréhension sur la personne qui l'a fait, il suffit qu'elle ait une particularité physique notable, quelque chose qui marque, sa couleur de peau, sa manière de se comporter, ses habits, si elle a une barbe, pas de barbe, tout un tas de trucs, ça peut être tout et n'importe quoi, on va se focaliser dessus, on va dire « Putain, j'ai vu un gars, ou une nana, comme ça, et il a fait ça. » Et tout à coup, je vais me rendre compte qu'il y a plein de gens avec cette particularité-là qui font ce même truc. Et je vais me dire, il y a un lien, les personnes comme ça, elles font ça. C'est pas bien, il y a un problème avec ces personnes. Mais ça, c'est nous qui le voyons. Si ça se trouve, il y a plein d'autres gens qui font la même chose et qui n'ont absolument pas cette particularité, et on ne les voit absolument pas. Ça, c'est un comportement normal. C'est comme ça que tout le monde se comporte, c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de vérifier avec des outils objectifs. On va chercher à vérifier si ce comportement anormal que l'on a vu est quelque chose qui est fait par tout le monde ou par des personnes spécifiques. Et est-ce que les personnes spécifiques, c'est bien celles que nous on a vues? Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire des études sérieuses, il faut analyser plein de cas différents, y compris des cas qui vont contredire ce que nous on a dit, enfin en tout cas qui peuvent contredire ce que nous on pense au premier abord, et on va regarder ça, on va compiler, on va faire des statistiques, et on va regarder si effectivement il y a un problème. Donc ça, étape 3, on vérifie qu'il y a bien un problème. Et surtout, une fois qu'on a vérifié qu'il y avait bien un problème, ça nous permet de bien le nommer. Parce qu'en fait, si ça se trouve, le truc qu'on a vu, au début, on pensait qu'il y avait un problème spécifique. En fait, en cherchant, on se rend compte qu'il y a bien un problème, mais c'est pas tout à fait ce qu'on avait vu. Ou alors c'est un truc en amont qui cause ce que nous on a vu. Donc c'est très important, on vérifie qu'il y a bien un problème et on définit clairement c'est quoi le problème. Étape 4. On imagine, on essaye de comprendre les causes du problème. Là, en gros, on émet tout un tas d'hypothèses. Le problème, c'est ça. Il se produit à tel moment, de telle façon, avec telle personne, avec telle machine, peu importe. Le problème est bien défini. Et on va essayer de se demander qu'est-ce qui peut causer le problème. Là, en fait, on fait une espèce d'énorme brainstorming, on émet toutes les hypothèses qui peuvent causer ce problème. C'est très important, parce que bien souvent, quand on voit quelque chose, on a tendance à se dire le problème c'est ça. On a notre intuition qui nous dit le problème c'est ça, j'en suis sûr. Mais ça encore, c'est notre intuition à nous. C'est le cerveau qui fonctionne comme ça. Il a fait ses petits calculs dans son coin par rapport à ce qu'il sait, par rapport aux préjugés qu'il a, et il nous pond une réponse toute faite. Mais il faut bien comprendre que ce que nous on pense, que ce que l'on pense être vrai, ça peut très bien ne pas être ça du tout. Il peut très bien y avoir tout un tas de trucs qui rentrent en ligne de compte, auxquels on ne pense pas au premier abord, et qui en fait sont la solution. Donc, on fait la liste de toutes les hypothèses qui peuvent causer le problème, y compris des trucs qui nous paraissent farfelus, y compris avec des trucs avec lesquels on n'est pas d'accord a priori. Parce que c'est le meilleur moyen de se tromper. Ne prendre que des hypothèses que l'on apprécie, nous, et qui vont dans notre sens, c'est le meilleur moyen de faire n'importe quoi. Étape numéro 5. On vérifie l'impact des causes possibles sur le problème. En gros, on vérifie quelle est l'hypothèse ou quelles sont les hypothèses qu'on a émises qui ont véritablement un impact sur le problème. Là, le but, c'est de tester toutes les hypothèses que l'on a émises. Et on vérifie si elles ont effectivement un lien ou pas avec le problème. Elles peuvent très bien avoir pas de lien du tout, ça peut être carrément ça qui cause le problème, ça peut être un petit lien. En fait, on peut très bien avoir plusieurs petites causes à un seul problème. Peu importe, on les vérifie toutes. Il faut vraiment les éliminer, c'est-à-dire que on peut avoir des hypothèses qui se combinent parfaitement ensemble et des hypothèses qui en éliminent d'autres. C'est très important de faire ce tri, parce que si vous ne le faites pas, vous allez avoir des gens qui vont dire « Oui, mais cette hypothèse, tu ne l'as pas testée. Oui, mais cette hypothèse, regarde, elle fonctionne avec l'autre. » Non, non.
On regarde toutes les hypothèses qui fonctionnent et surtout on regarde toutes celles qui ne sont pas possibles et toutes celles qui s'éliminent entre elles. Ça permet vraiment de définir les choses clairement. Étape 6. Une fois qu'on a la liste des causes qui influent sur le problème, on va essayer d'expliquer ce qui se passe. On va formuler une théorie, donc pas une théorie dans le sens hypothèse, une théorie dans le sens théorie scientifique, c'est-à-dire qu'on va essayer d'amener une explication qui arrive à articuler correctement tout ce qu'on a trouvé comme cause de manière cohérente. Ça encore, c'est très important. Il peut très bien y avoir plusieurs théories qui articulent correctement toutes les causes qu'on a trouvées précédemment. Il peut très bien n'y en avoir aucune. C'est vraiment très important. Mais il faut vraiment faire ce travail. On va tenter d'expliquer pourquoi on observe ce qu'on observe en prenant en compte toutes les causes qu'on a vérifiées avant. Et surtout, il faut les prendre toutes en compte. Si on a une qui manque, c'est pas bon. Et on ne prend en compte que celles dont on a vérifié avant qu'elles avaient effectivement un impact sur le problème. Si ça n'a pas d'impact, on ne les prend pas en compte. Et si dans la théorie ne fonctionne qu'en prenant une hypothèse qui n'influe pas le problème, c'est qu'on s'est planté aussi. Ça encore, c'est très important et on voit ça constamment dans les médias. Il y a des gens qui vous disent qu'il y a un problème, ils vous donnent la liste des explications et il y a 2-3 explications qui rentrent clairement en contradiction avec ce qu'ils disent. Il y a des faits vérifiés, solides, qui démontrent qu'ils ont tort. Et d'une, ils ne les prennent pas en compte et deux, ils les rejettent en bloc avec tout un tas de sophismes possibles. Là, clairement, ça pue. Si vous avez un fait, si vous avez des preuves solides qui contredisent directement l'explication ou la théorie de quelqu'un qui vous dit qu'il y a un problème, et que cette personne ne le prend pas en compte, cette personne se fout de vous. Ou alors, vraiment, elle est incompétente au possible. Mais il n'y a pas 46 possibilités. C'est-à-dire, soit la personne ne le fait pas exprès, et à ce moment-là, elle est incompétente à s'occuper du sujet, on n'a pas de raison de l'écouter, on n'a pas de raison de la croire ou de la suivre, soit cette personne est parfaitement compétente, elle ignore les faits volontairement, et à ce moment-là, elle essaye de vous manipuler, elle essaye de vous entuber, d'imposer un agenda idéologique ou politique, peu importe. Dans tous les cas, peu importe le sujet, peu importe pourquoi, peu importe qui, si la personne ignore volontairement des faits, on n'a pas à l'écouter, on n'a pas à la suivre, quoi que ce soit. Donc, on prend toutes nos causes, toutes nos hypothèses qui ont été vérifiées et validées, et on essaye de trouver une explication qui les prend toutes en compte, et de manière cohérente, et qui exclut bien toutes celles qui ne rentrent pas en ligne de compte. Étape numéro 7. Une fois qu'on a une ou plusieurs théories explicatives du problème, c'est-à-dire que on sait qu'il se passe telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, dans tel ordre, que ça impacte telle chose, telle personne, telle structure, peu importe, et in fine, une fois qu'on a tout ça, on a le problème. Une fois qu'on a fait ça, et on va proposer des solutions. Donc là, c'est un peu comme tout à l'heure, on va lister tout ce qui, a priori, pour nous, devrait pouvoir influencer sur cette chaîne de causalité. Donc on peut agir partout, au début, à la fin, peu importe. On propose tout un tas de solutions avec la manière de les mettre en œuvre. C'est très important, parce que proposer une solution sans dire comment on va faire, c'est un peu compliqué. Donc on propose des solutions, on propose comment on va faire, et on essaye d'évaluer à la louche l'impact de chaque proposition. Très important parce que bien souvent il y a plein de choses qui peuvent influencer une chaîne de causalité, mais il y en a certaines qui sont plus efficaces que d'autres, d'autres qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, pour pas forcément grand chose. Vraiment, ça varie énormément. Étape 8. Tout naturellement, une fois qu'on a proposé les solutions et qu'on les a classées dans l'ordre, je sais pas, de la plus efficace à la moins efficace, de la plus coûteuse à la moins coûteuse, peu importe, on met en place les solutions. Donc là, très clairement, si vous avez des personnes qui vous disent « voilà, il y a un problème, voilà comment on va le solutionner », et les solutions qu'ils proposent n'ont absolument aucun rapport avec ce qui a pu être émis comme proposition de solution, encore une fois, soit la personne est incompétente, soit elle se fout de votre gueule. Étape 9. L'étape 9, c'est peut-être l'étape la plus importante. Une fois qu'on a compris le problème, qu'on a compris toutes les causes du problème, une fois qu'on a mis en place des solutions, il faut vérifier que les solutions fonctionnent. Dit comme ça, c'est complètement con. Et pourtant, vous pouvez voir au quotidien le nombre de personnes, notamment dans les médias, notamment sur des grands sujets de société, qui proposent des solutions, qui mettent en place des solutions. On a des gouvernements, quel que soit le pays, mais surtout en France, on est très bon pour ça.
on dépense énormément d'argent pour mettre en place des choses qui sont censées résoudre des problèmes, et ensuite, on vérifie pas si ça marche. On laisse faire comme ça, et puis dans 5 ou 10 ans, il y a peut-être un qui va se dire « Tiens, c'est marrant, le problème qu'on avait, il est toujours là », et puis il va y avoir des commissions « Ah bah mince, ça n'a pas marché et tout ». Non. Non, non, non. Ça, c'est la pire façon de faire. C'est le meilleur moyen de dépenser du temps, de l'argent, pour rien, et en plus pour faire en sorte qu'un problème perdure. Même si on pense que les solutions que l'on a mises en place vont fonctionner, parce qu'on y a pensé avant, il se peut très bien qu'elles ne fonctionnent pas, ou qu'elles ne fonctionnent pas comme on voudrait, ou alors qu'elles aient des effets pervers et qu'elles causent d'autres problèmes. Donc il est très important d'évaluer l'efficacité des solutions que l'on a mises en place. Il faut vérifier plusieurs fois. Et là, on en arrive à la dernière étape, l'étape 10. Si on vérifie l'efficacité des solutions et qu'on se rend compte que ça ne marche pas, ou que ça ne marche pas comme ça devrait, on revient à l'étape 4, c'est-à-dire à la recherche des causes du problème. Parce que là, on a mis en place des solutions dont on pensait qu'elles seraient efficaces, et on se rend compte qu'elles ne sont pas efficaces ou qu'elles ont des effets pervers. Il faut à tout prix comprendre pourquoi. Il faut rechercher qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'on a eu tort? Ou est-ce qu'on a eu raison, mais il y a un autre truc qui s'est passé? On ne sait pas. On vérifie les causes. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pour le coup, c'est un problème. On avait prévu de résoudre un problème existant, un problème A avec des solutions, et on se retrouve avec un problème B. Le problème B, ça peut être, finalement ça n'a pas marché, ou ça peut être, on a autre chose en plus. Donc on reprend à l'étape 4, on recherche les causes de ce qui s'est passé, etc. On émet des hypothèses, on refait la chaîne de 4 à 9. Et on répète ça jusqu'à ce que le problème soit résolu, ou jusqu'à ce qu'il soit résorbé suffisamment pour qu'on puisse considérer que ce n'est plus un problème. Et ça encore, on ne le voit quasiment jamais, en tout cas pas à l'échelle d'un pays, sur des grosses questions de société. C'est-à-dire que non seulement on met en place des solutions, on ne vérifie pas si ça marche, et quand on se rend compte que ça ne marche pas, on n'essaye pas de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, ou alors on fait ça très lentement, et finalement des problèmes qui auraient pu être résolus parfois en quelques années se retrouvent à traîner pendant des décennies. Donc voilà, ça vous pouvez voir, en fait c'est assez logique, on fait ça dans la vie de tous les jours pour tout un tas de trucs très simples. Ce sont les 10 étapes de résolution d'un problème. La conclusion de tout ça, c'est quoi au final? Si vous pensez qu'il y a un problème, reprenez les 10 étapes, faites-les de manière claire, vérifiez. Et si jamais il y a un problème, vous savez qu'il y a un problème, et les gens qui veulent le résoudre n'ont pas fait les 10 étapes, ne les suivez pas. Quoi qu'il arrive, même s'ils sont de bonne foi, même s'ils sont sincères, ne les suivez pas. Parce que dans tous les cas, in fine, le problème ne sera pas résolu. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ce sera pas trop long, j'ai pas fait le montage, mais je pense que je me suis un peu perdu en cours de route, donc ça risque d'être long. J'espère que le sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, de manière argumentée et polie, comme d'habitude. Et la prochaine fois sur la chaîne, on verra bien.